Bonjour à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission, votre programme Sciences et Civilisation, Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, nous allons aller dans le domaine du sommeil, mais nous n'allons pas dormir. Je suis très content d'accueillir Madame Rachida Roqi de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci beaucoup d'être là. Merci, M. Ali Ben Khlouf. C'est un honneur et un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Je vous félicite pour cette belle émission. Nous remercions le secrétaire perpétuel de l'Académie du Maroc, M. Abdeljalil El-Hjoumri, qui nous a autorisé à enregistrer cette émission dans les locaux de l'Académie du Royaume du Maroc, ici à Rabat. C'est encore un honneur plus important d'être dans ce lieu. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame Rachida Roqi, vous êtes marocaine, vous êtes en exercice aujourd'hui à l'université Mohamed, non pas Mohamed VI, pardon, à l'université Hassan, vous êtes professeur à l'université Hassan II à Casablanca. Vous avez fait d'abord des études de biologie, de physiologie humaine et de neurosciences, pour être exact, à l'université de Lyon. Mais avant cela, j'aimerais que l'on connaisse un peu plus votre parcours premier, vos motivations, votre parcours scolaire même, et au lycée avant le choix de ces études-là, et quelles ont été, à partir de votre première formation à l'école, votre intérêt pour la biologie. Bien, merci M. Ali Ben Khlouf, vraiment un plaisir, comme j'ai dit, un honneur. Alors, je suis née à Sfrou. Alors, Sfrou, c'est une petite ville. Oh, je connais bien. Oui, qui est à côté de Fès. Oui. Et donc, j'ai fait mes études primaires, aussi collège, lycée à Sfrou. Vous savez qu'on disait la ville de Sfrou. Voilà, vers le village. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, c'est une ville sympathique. Il y a beaucoup de nature. Alors on dit que c'est carrément le jardin du Maroc. Alors à l'entrée de Sfrou, vous allez lire Sfrou Hadiqatul Maghrib. Et c'est vrai, c'est un beau jardin. Parce que les Sfréouis, certainement aussi comme les Fassi, avaient la tradition d'aimer les jnan, d'aimer les jardins. Alors ces jardins où il y a aussi les fruits, les légumes et tout ça, et c'était pratiquement des jardins très proches de la ville. On peut y aller, etc. Et ça, c'est dans cette ambiance que je suis née. Mon père travaille dans l'agriculture. Ah, très bien. Et donc, j'étais toujours dans la nature. Donc, je suis vraiment une fille de la nature. C'est super. Voilà. Donc, les motivations pour l'essence de la vie, voilà, allaient de soi. Exactement, allaient de soi. Et votre lycée aussi fut à Sfrou? Oui, le lycée aussi fait à Sfrou. Alors, c'est le lycée Hsili aussi. Alors, le Hsili aussi, c'est un frère et c'est aussi un savant du XVe siècle qui est connu pour sa sagesse, etc. Et donc, c'est vrai que les noms aussi, ça peut inspirer. Bien sûr. Ça peut inspirer une certaine sagesse, une certaine profondeur dans la réflexion, etc. Vous avez eu aussi de bons enseignants qui vous ont sensibilisé au niveau thématique, pas seulement au niveau familial et personnel. C'est sûr, mes parents aimaient beaucoup la science et nous encourageaient quand même à nous intéresser à la chose de l'esprit. Ils n'étaient pas communistes, mais quand même, ils étaient très ouverts d'esprit. Et je suis née d'une famille traditionnelle, mais qui aime la science. Bien sûr, comme beaucoup de familles. Voilà, comme beaucoup de familles marocaines. Alors, à l'école, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir des profs passionnés. Parce que la passion, pour moi, c'est aussi important. Un prof qui a envie de partager et de transmettre quelque chose avec vous, qui vient avec son livre, qui vous dit « j'ai vu ça, j'ai lu ça » et qui partage. C'est comme s'il ouvre des petites parenthèses. Il ne reste pas très toujours liés au programme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas bien le programme, au contraire, ils le font très bien. Mais en même temps, ils ouvrent des parenthèses pour partager avec nous soit l'actualité, parce que des fois, ils parlent de l'actualité, même politique. Et ça aussi, ça fait partie de la formation. Bien sûr. Et puis des fois aussi les livres, pour nous dire quelle est sa dernière lecture, etc. Et ça permet aux étudiants et aux élèves d'aller vite, parce que les enseignants, leur mission, c'est d'utiliser tout leur savoir pour accélérer
le temps de l'apprentissage de l'étudiant et de l'élève. C'est pour lui faire gagner du temps. Du temps, exactement. Et donc, d'une façon générale, alors c'est l'école publique, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas vraiment l'école privée. C'était juste les personnes en difficulté qui allaient à l'école privée. Tout à fait. Et donc, l'école publique était, j'allais dire, notre école. Bien et sûr. j'espère qu'elle le restera. Et on avait des professeurs qui nous ont inspirés, qui nous ont donné le goût de la science, le goût de la lecture. J'aimais beaucoup aussi mes professeurs scientifiques. On avait quelques TP, parce que vous savez, les moments de TP, les travaux pratiques, c'est très important. Mais bien sûr. Pour commencer, parce que c'est là où on s'approche de la matière, quand je vois les premières cellules, quand j'essaie de classer les plantes, quand j'essaie de... Et ben, tout ça, ça nous donne envie. Au moins, on sait que c'est quoi être un scientifique. Exactement. Et donc, on avait quelques TP en physique en particulier, aussi, je pense, un peu en biologie. Et c'est sûr que ces TP-là nous ont encouragés à aimer la science. Voilà, et donc j'aimais aussi la littérature. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas cette dichotomie. Oui. Littérature et science. Et science d'un côté. Voilà, on aimait tout. Et vous êtes inscrit après, vous avez quitté Sfro pour Casablanca, non, pour Fès. Pour Fès, d'accord. Voilà, alors j'ai fait mes études à Fès, à Dharmerez. D'accord, je vois bien. Alors on avait aussi une belle faculté. Oui. Elle était toute neuve. Oui. Et puis la chose la plus intéressante aussi dans cette faculté, c'était qu'elle était proche de la fac de lettres. D'accord. Et donc, et puis la cité universitaire aussi, les Bien étudiants sûr. se retrouvent. Ben oui. Alors malgré que la ville de Sforo était proche, normalement je pouvais faire la navette et revenir à la maison la nuit, mais je préférais quand même avoir cette petite indépendance familiale et de partager et de vivre l'ambiance universitaire. Et donc j'ai pris quand même une chambre à l'université, donc je n'allais chez moi que le week-end. C'est bien. Voilà, bien. Et donc du coup c'est pour vivre l'université dans toute sa dimension. Vous avez raison d'insister sur l'atmosphère que donne précisément l'université. Oui. L'université donne, c'est un lieu de vie et j'ajouterais même une forme de vie pour l'étudiant qui commence précisément ses études. Et tout de suite, votre choix, vous vous êtes inscrit dans quel département à Fès? Alors en biologie. En biologie, oui. Voilà, donc je me suis inscrite en biologie, mais tout en, comme j'ai dit, tout en gardant un œil sur les autres disciplines littéraires. Oui, voilà. C'est important. Et donc, oui, j'ai bien aimé, c'était bien. On avait beaucoup de TP. Oui. À l'époque, ce n'était pas le système LMD, c'était un autre système, c'est-à-dire la matière, par exemple, quand on étudie la biologie animale, c'est de septembre jusqu'à juin. C'est ça. Alors qu'actuellement, c'est par semestre. Par semestre. Et donc, chaque semestre, on change. Et puis, au milieu de l'année, il y a l'examen. Bon, ça a des avantages et des inconvénients. Exactement. Voilà. L'avantage, c'est les acquis, c'est-à-dire les modules acquis, on ne va pas les repasser. Et on évalue très vite. On évalue très vite, mais il y a trop d'évaluations. Trop d'évaluations, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est le système. Voilà. Actuellement, on passe trop de temps dans l'évaluation. Exactement. Et les étudiants, trop dans le stress de passer les examens. Voilà. Et donc là, ce point-là, c'est au revoir. Donc, on était dans un autre système. Il avait aussi ses avantages, c'est-à-dire on prenait le temps. On sentait qu'on prenait le temps pour faire les TD, pour faire les TP, pour faire les cours, etc. Et puis le soir, ou bien entre midi et deux, il y avait les débats. Il y avait les débats à l'extérieur. Les débats politiques, les débats intellectuels. Et ça aussi, c'est formateur. Mais bien évidemment. Ça veut dire qu'on se formait en amphi, et dans les salles de TP-TD, mais on se formait aussi à l'extérieur. Exactement. C'était vraiment c'est la démocratie universitaire, c'est-à-dire gérer son temps par la discussion et le débat. Exactement. Et c'est un apprentissage très, très important. Ça nous manque énormément. Moi, je sens que les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas ce deuxième apprentissage. Oui, peut-être. Voilà, que la vie universitaire, d'après ce que je vois, elle est moins riche. La vie à l'extérieur, je vais dire, voilà. Le off voilà. Le off est important. Voilà. Et donc, entre midi et deux, il y avait toujours des débats intellectuels importants, animés par les étudiants eux-mêmes, et aussi le soir, dans les Nous allons revenir sur cet aspect à la fin de l'émission, parce que je sais qu'il vous tient à cœur, c'est-à-dire l'ouverture de l'université sur la société. Voilà. Et donc, après ces études de biologie, j'ai tout de suite été intéressée par les neurosciences, par le cerveau. Et donc, tout de suite, j'ai voulu aller dans les neurosciences. Et donc, quand j'ai postulé pour aller faire des études supérieures en France, j'ai postulé au niveau des laboratoires qui font ça. Je comprends. Et donc, j'ai demandé, j'ai pris la liste des laboratoires qui font neurosciences et c'est là où j'ai envoyé. J'ai eu la chance d'être admise dans un gros laboratoire.
à Lyon, avec le professeur Jouvet, oui, qui bien est sûr, un grand connu. monsieur, qui est très connu. Oui, c'est parmi les médecins qui ont découvert le sommeil paradoxal carrément. Exactement. Il a fait une découverte parce que c'était parmi les pionniers qui ont commencé à travailler sur la médecine du sommeil. Et donc ce laboratoire était à la faculté de médecine à Grange-Blanche au niveau de l'université Claude Bernard. Et c'est un laboratoire où il y avait et les scientifiques et les médecins. Et donc on travaillait... Oui, parce que quand vous dites neurosciences, le cerveau, bien évidemment, les médecins, ils ont la compétence précisément pour tout ce qui est l'unité neurovasculaire. Exactement. Donc c'était une belle collaboration entre, j'allais dire, l'aspect biologique, l'aspect physiologique, l'aspect même génétique, qui est plutôt vu ou étudié par les scientifiques, et puis aussi l'aspect, j'allais dire aussi clinique, et puis la vision, un peu, voilà, qui était donc présent aussi, cet aspect qui était aussi présent avec les médecins qui faisaient les études ou les recherches au laboratoire. Et l'intitulé de votre doctorat était? Alors, j'ai travaillé sur le rôle des hormones dans le rythme circadien. Parce qu'à l'époque... Un peu plus de précision. Je vais vous donner un peu plus de précision. À l'époque, on venait un tout petit peu de découvrir ce qu'on appelle l'horloge biologique, et qui s'appelle le suprachiasmatique. Le suprachiasmatique, c'est quoi? C'est un petit noyau qui se trouve juste sur le chiasma optique. Alors c'est pour cela qu'on l'appelle le suprachiasmatique, parce qu'il est proche du chiasma optique. Vous savez que le chiasma optique, c'est là où le nerf optique va se croiser, parce que vous savez que l'œil derrière là. Voilà, parce que l'œil gauche, il est analysé à droite. Et puis l'œil droit est analysé à gauche, au niveau du cerveau. Donc il y a un croisement. Et donc juste au niveau de ce croisement, au niveau de l'hypothalamique, il y a un noyau extraordinaire. Alors ce noyau-là, c'est là où il y a le siège de l'horloge biologique. Alors c'est quoi l'horloge? L'horloge biologique, c'est une entité nerveuse qui est capable de donner le temps en dehors des donneurs du temps extérieurs. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment besoin du cycle lumière-obscurité pour savoir est-ce qu'il fait nuit ou est-ce qu'il fait jour. Donc, c'est pour ça qu'on dit endogène. C'est une horloge endogène, ça veut dire qu'il est capable toute seule de nous donner la lumière. Alors, la question le sent précisément dans les voyages, quand on fait un voyage, un décalage exactement. Voilà, le jet lag, voilà. Ce qu'on appelle le jet lag. Alors c'était quoi la question? C'était comment cette horloge-là est connectée au reste du cerveau. Alors, les connexions, vous le savez, dans le cerveau, il y a des connexions afférentes et il y a des connexions efférentes. Oui. Alors, on voulait savoir quel genre d'information est accueillie au niveau de ce suprachiasmatique, et puis quel genre d'information il sort, et puis cette information qui sort, est-ce qu'il va dans les centres du sommeil? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le centre du sommeil, et donc c'est la régulation du sommeil. Donc on voulait savoir, est-ce que le suprachiasmatique, avec le système hormonal, est-ce qu'il affecte le rythme du sommeil? Alors, on faisait plein de manœuvres à ce moment-là. Il faut essayer de toucher le suprachiasmatique, soit de lui injecter des substances, soit de faire des lésions. Pour le rendre visible. Voilà. Et donc, soit l'activer, soit l'inhiber. Oui. Pour essayer de voir quel est l'impact. Bien sûr, on travaille chez l'animal. Oui. Et donc, le modèle que nous avons, sur lequel je travaille, c'était le rat. Et donc, je voulais aussi savoir les hormones. Je travaille particulièrement sur l'hormone qui est la prolactine. Alors, vous savez, la prolactine, c'est une hormone d'abord périphérique. Périphérique, ça veut dire sécrétée par les glandes mammaires, et donc elle a une fonction au niveau du sang, au niveau de la production du lait. Mais elle existe dans le cerveau et elle est même produite dans le cerveau. Et il existe des récepteurs dans le cerveau. Alors la question qui se pose, et ce n'est pas seulement la prolactine, même pour les autres, plein d'autres hormones, est-ce que les hormones qui existent au niveau du cerveau, est-ce qu'ils ont un autre rôle? Est-ce que le rôle est uniquement lié au rôle de la lactation, ou bien c'est un autre rôle neuronal, de régulation neuronale à découvrir. Exactement. Alors effectivement, on a trouvé que la prolactine pourrait jouer un rôle dans le rythme circadien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous savez que dans la science, on fait beaucoup de recherches, mais des fois on trouve, des fois on ne trouve pas. Bien sûr. Alors par rapport à cette histoire d'hypothalamus, parce qu'il y a eu beaucoup de chercheurs dans le monde entier qui ont misé sur les hormones. Ils ont dit, on va y sortir quelque chose. Ça veut dire une hormone du sommeil, une substance chimique qui va vraiment être fondamentale et qui va nous permettre d'affecter le sommeil, de l'améliorer. Alors, il n'y a pas grand-chose qui est sorti de tout cela. C'est pas grave, c'est voilà. L'imprévisibilité de la recherche, c'est ça? Exactement. Ce qui est sorti, c'est que d'abord, c'est complexe. La régulation du sommeil est très complexe. C'est déjà un résultat.
et qu'il y a énormément de centres qui régulent le sommeil. Oui. Ça, c'est la première des choses. Mais on a vu un peu plus clair au niveau du rôle important du sommeil. Alors déjà, le rôle du sommeil, le sommeil joue un rôle important déjà pour le système nerveux. Oui. Vous savez que le système nerveux se base, le fonctionnement du système nerveux se base sur la connectivité neuronale. Oui, c'est quoi la bien connectivité neuronale? Ça veut dire c'est la relation entre les neurones qui se fait au niveau des synapses. Pas de sommeil, pas d'efficacité, Oui. pas d'efficacité de la connectivité neuronale. C'est cela. Donc le sommeil déjà, il est important pour le cerveau lui-même. Oui, bien évidemment. Donc le cerveau, pour qu'il fonctionne normalement, pour qu'elle garde l'efficacité de sa connectivité neuronale importante pour l'apprentissage, le cerveau, je veux dire, eh ben, il a besoin du sommeil. Donc déjà, ça, c'est vraiment pour le fonctionnement même du cerveau, voilà, abstraction faite de la régulation du sommeil lui-même. On n'a pas découvert l'hormone du sommeil, parce que tout le monde travaille sur une hormone donnée. Personne n'a découvert l'hormone du sommeil. Okay. Alors, il y a une hormone qui est toujours à l'ordre du jour, qui s'appelle la mélatonine. Oui, bien sûr. Alors, vous avez tout à l'heure parlé du jet lag, ça veut dire le décalage horaire. Alors, le décalage horaire, effectivement, on donne la mélatonine. Pourquoi la mélatonine? Parce que la mélatonine est donneuse de temps. Ça veut dire que quand vous donnez la mélatonine, vous déclarez qu'il fait nuit. Les autres cellules du corps, quand ils voient la mélatonine, ils disent, ah ben voilà, il fait nuit. Et donc, quand tout le monde se met au repos. Exactement. Et donc, un mécanisme de sommeil va être déclenché. Et donc, la mélatonine a été donnée dans le cas de jet lag, dans certains troubles du sommeil. Mais actuellement, il y a des nouvelles recherches, juste ces 4 dernières années, qui ont essayé de travailler sur la mélatonine pour d'autres troubles, pas seulement, toujours du sommeil, mais pas seulement le trouble lié au jet lag, au rythme du sommeil. C'est-à-dire, par exemple, on a même associé la mélatonine à une possible régulation de l'obésité. Il y a des pistes maintenant, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a des pistes qui ont essayé la mélatonine. La phrase magnifique que vous venez de dire, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est-à-dire qu'il faut absolument intégrer l'imprévisibilité à la recherche. Reconnaître que quand on fait une recherche, il y a une bonne part d'imprévisible avec lequel qu'il faut accepter et qui va permettre précisément de découvrir peut-être autre chose. Qui aurait pensé que la découverte du laser en physique allait pouvoir soigner les glaucomes et faire des lasers au niveau des yeux. Ça, c'est extraordinaire. Je voudrais maintenant précisément que l'on s'apesantisse sur le sommeil qui est après devenu, après votre thèse, véritablement votre sujet d'étude. Vous en avez déjà beaucoup parlé maintenant. Mais vos travaux sont connus mondialement pour la gestion du sommeil durant le mois de Ramadan et la température corporelle qui en est induite. Alors j'aimerais précisément, nous sommes au Maroc, les gens sont préoccupés par leur santé durant ce mois sacré de Ramadan et précisément quels ont été les résultats majeurs de vos études sur le sommeil durant le mois de Ramadan. Très bien, merci d'avoir posé cette question. Alors pour le Ramadan, déjà quand je suis rentrée au Maroc, j'ai commencé directement à travailler sur le Ramadan et le sommeil et la chronobiologie. Alors je me suis dit, c'est intéressant de travailler sur des thématiques déjà spécifiques. Bien sûr. Parce que, bon, c'est vrai que l'Europe, ou bien l'Occident d'une façon générale, il a ses propres questions. Oui. Nous, on peut avoir aussi nos propres questions. Bien évidemment. Alors, pourquoi étudier le Ramadan, c'est important? Parce que des fois, les gens ils disent, mais pourquoi on va mettre des électrodes et étudier le sommeil? En quoi ça peut être important pour la société? Ça peut être important dans la société dans certaines situations. Alors, lesquelles? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'une très grande vigilance dans leur travail. Par exemple, je vous donne un exemple. Un pilote d'avion. Un pilote d'avion, il peut jeûner. Bien sûr, s'il a envie de jeûner, il peut jeûner. Mais maintenant, quand on conduit un avion, on a besoin d'un maximum de vigilance. Donc pour ces situations-là, les études de la vigilance, c'est très important. Autre chose, c'est... les chauffeurs routiers. Et même dans les entreprises, par exemple, des fois, on a des décisions importantes à prendre qui vont concerner un très grand nombre de salariés, etc. Il vaut mieux les prendre en pleine vigilance. Et donc, pourquoi on étudie le sommeil? En fait, c'est pour étudier la vigilance. Parce qu'un bon sommeil de nuit, ça veut dire qu'il a une bonne vigilance la journée. Et donc, c'est dans cette ambiance-là, c'est dans cette qu'on a posé la question. Alors, la question alors, vous savez que le Ramadan, ce n'est pas une privation de sommeil. C'est pas une privation de nourriture. Pendant le Ramadan, ce n'est pas une privation de nourriture. C'est un changement de timing de la nourriture. Parce qu'à 18h ou à 19h, eh ben, on peut tout manger.
Rien, il n'y a pas de restriction. On Non. peut tout manger. Oui. Donc, c'est plus une histoire de temps, d'où la chronobiologie. Alors, quand on change le temps de quelque chose, eh ben, ça veut dire que ça va affecter l'organisation dans le temps aussi de notre fonctionnement. Alors, le fait de décaler toute la nourriture vers la nuit, ça va faire que tout le fonctionnement de notre corps aussi va être décalé vers la nuit. Le métabolisme, la température et la vigilance. Alors, c'est pour cela que les gens, ils ont du mal à dormir la nuit, surtout rapidement après le repas. Pourquoi? Eh bien, parce que le corps, il est encore en train d'être éveillé, à digérer, il est en plein éveil. Le corps est en plein éveil parce que quand on mange, c'est un signal qu'on envoie au corps. On lui dit, eh ben maintenant c'est le moment de faire la fête, de manger, de s'activer, etc. Et donc c'est pour cela qu'il y a ce décalage. Alors vous avez parlé de la température. La température c'est très important pour le sommeil. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur justement de cette horloge biologique. Vous savez, vous pouvez étudier l'horloge biologique avec un thermomètre. Pas besoin d'aller vers les gènes ou bien d'aller vers le microscope. Un thermomètre est suffisant pour étudier l'horloge biologique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le miroir. Alors, vous savez que notre température n'est pas constante. Non, d'accord. Elle est quand même moyennement de 37 degrés. Elle est 37, mais il varie. Oui. Alors, Dans le la matin, journée. voilà, il faut que la température monte le matin. Si la température ne monte pas le matin, on ne se réveille pas. Bien évidemment. On ne se réveille pas si la température reste basse. Eh ben, on n'aura pas envie de nous réveiller. Donc la température, elle commence à augmenter la matinée, il continue à augmenter toute la journée. Le pic, généralement, c'est entre 18h et 20h. D'accord. Et puis là, il va commencer à baisser. Et c'est une régulation mixte. C'est une régulation de l'horloge. D'où le fait que quand on dort, on a besoin d'une couverture, on a voilà, besoin donc le corps, la température du corps, il baisse. Oui. Donc après 22 heures, la température du corps, il baisse. Et cette baisse de la température n'est pas seulement le résultat de sommeil, c'est le résultat de l'horloge. Ça veut dire quoi? On a besoin de cette baisse de la température pour faire un bon sommeil. Pour activer le sommeil. Exactement. Si le corps, ou si la température du corps reste élevée, eh ben, le sommeil n'est pas de bonne qualité et des fois ne peut même pas survenir. C'est ce qui se passe un peu dans le ramadan, la température reste élevée. En raison de toutes les activités, y compris celles de nourriture, nocturne. Les gens donc, se voient, voilà, interagissent entre eux, exactement. La température reste élevée. Forte. Oui. Et donc, il faut, le sommeil, il est, alors vous m'avez posé la question, quelles sont les données les plus importantes, alors les résultats les plus importants. Les résultats les plus importants que nous avons trouvés, après avoir enregistré des jeunes qui ont fait le ramadan dans des conditions bien contrôlées de laboratoire et tout, alors on a trouvé que le sommeil d'abord est retardé. Donc l'horloge biologique est retardée, c'est-à-dire il y a un délai. Et puis aussi, l'amplitude de rythme est plus basse. Ça veut dire que la différence entre le maximum et le minimum, elle est réduite. Le sommeil profond est réduit. Et le rythme et du sommeil et de la température, le rythme au cours de 24 heures est réduit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une très grande différence entre ce qui se passe la nuit et le jour. C'est ça la réduction de l'amplitude. Les gens sont alors très perturbés. Voilà. Alors, donc, il y a une réduction de l'amplitude et un délai. Donc ça, c'est par rapport au rythme. Maintenant, par rapport à la durée et la qualité de sommeil. Alors, la durée de sommeil, elle est réduite à peu près de 20 minutes, entre 20 et 30 minutes. Et la qualité de sommeil est aussi modifiée. Comment elle est modifiée? C'est qu'on va avoir plus de sommeil lent léger. C'est ça. Et donc, au dépend de sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Alors, je n'ai pas donné tout à l'heure quels sont les stades du sommeil. C'est intéressant de le dire aux spectateurs. Rapidement. Alors, le sommeil, c'est quoi? Au cours d'une nuit, on va passer par plusieurs cycles et chaque cycle est formé de stades. Alors, le stade, c'est stade 2, 1 et 2, c'est léger, et 3 et 4, c'est profond. Et puis, le sommeil paradoxal dans lequel on fait le rêve. Donc ça, c'est les stades de sommeil. Et on va faire 4 fois un cycle de sommeil. Donc un cycle est composé de tous ces stades-là. Et on a besoin du stade 3 et 4 qui est profond, justement, pour consolider la mémoire et pour se reposer aussi psychologiquement. Bien évidemment. Voilà. Et donc ce sommeil-là, c'est le sommeil qui a été le plus réduit pendant, c'est-à-dire comme le sommeil est allégé pendant le ramadan. Le sommeil devient plus léger si je parle au niveau qualitatif. Voilà, ça. donc c'est ça. Oui, c'est des résultats majeurs et effectivement, cette information doit passer auprès des gens. Et j'arrive précisément à la dernière partie de notre émission qui concerne votre double intérêt. Triple intérêt, excusez-moi. Et je pose toutes les questions en même temps. Et d'abord un intérêt pour la bioéthique
Et je dois dire que c'est ainsi que nous nous sommes connus. Exactement. Parce que vous avez eu un intérêt, je vous en remercie pour les travaux que j'ai pu avoir en bioéthique, et donc on se connaît par ce biais-là. Donc vous avez considéré que la bioéthique, l'éthique médicale, l'éthique de la santé, l'éthique de la recherche sont un enjeu important. J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous avez, comme vous venez de le dire, l'information auprès du grand public, des données scientifiques. Vous considérez que l'université n'est pas seulement là pour former des cadres, mais elle est aussi là pour s'ouvrir sur la société et être véritablement ouverte sur les enjeux sociaux. Et pour cela, troisième élément, vous êtes très engagé dans les innovations pédagogiques. Alors voilà, je vous donne 3 cartouches, les innovations pédagogiques, l'ouverture à la société de l'université et précisément les enjeux bioéthiques. Oui, merci M. Ali Mkhlouf. Alors effectivement, j'ai eu un intérêt très important pour l'éthique. Pourquoi? Parce que pour moi, l'éthique, on a enseigné l'éthique, on a enseigné la bioéthique, c'est vraiment une nouvelle occasion pédagogique pour ne pas rester cloisonné dans les aspects techniques de la science. Parce qu'un étudiant, pour moi, doit aussi avoir une certaine multidisciplinarité. Par exemple, lire un peu de philosophie, lire un peu de sociologie, connaître un peu plus la société. Par exemple, si j'invite un étudiant à réfléchir sur les dons d'organes, est-ce que l'information purement médicale ou la purement scientifique est suffisante? Vous le savez très bien, ce n'est pas suffisant. Le don d'organes, ça concerne le corps. Et le corps, ce n'est pas que de la biologie. Le corps, c'est beaucoup plus complexe, il est multidimensionnel, c'est psychique. Les anthropologues parlent de racines corporelles de la pensée. De la pensée, exactement. Et donc, si le corps a cette dimension-là, eh ben, l'approcher aussi doit être aussi multidimensionnel. Et c'est ce que j'essaye de travailler avec les étudiants. C'est de leur donner la possibilité de voir les choses avec un regard complexe. Edgar Morin disait qu'il faut enseigner la complexité. Oui. Il faut enseigner la complexité. Alors des fois, ils me disent, les étudiants, oui madame, c'est compliqué, ce n'est pas simple. J'ai dit, ben, justement, c'est ça où ça devient intéressant. On ne va pas voir que les... Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut être clair sur la complexité, mais il ne faut pas simplifier la complexité. Exactement. Il ne s'agit pas de simplifier la complexité, il s'agit de l'étudier. D'être clair, d'être lucide, voilà, et d'organiser le débat et d'essayer de trouver... Alors, c'est quoi l'intérêt, justement, vous parlez d'innovation, c'est comment argumenter, justement, le débat pour traiter la complexité. Il ne s'agit pas de la simplifier, mais il s'agit de la philosopher et de l'étudier. Et je vous promets qu'il y a beaucoup d'étudiants qui aiment ça. C'est bien, oui. C'est prometteur. Ben oui, parce que naturellement, on aime réfléchir. Et naturellement, on aime bien aussi prendre une même réalité par plusieurs angles. Exactement, c'est naturel. Donc, ils voient que ça ouvre leur esprit, ils voient qu'ils vont aller voir des terrains nouveaux de la pensée. Et ça, effectivement, ils aiment beaucoup. Et je suis ravie de voir que les étudiants, ils ont aimé. Un dernier mot sur l'ouverture de l'université sur la société. Alors, vous m'avez dit, on s'est vu à la fac, on vous a invité. Alors ça, c'était le travail de l'étudiant. Alors, quand je présente mes objectifs, qu'est-ce que j'ai dit? OK, on va comprendre c'est quoi les principes de bioéthique, comment faire un débat dans la complexité. Et après, j'ai dit, s'ouvrir à la société. On vous a invité dans ce sens. Donc, c'était vraiment dans les objectifs pédagogiques du module. C'est-à-dire inviter d'autres étudiants à part les étudiants de master. Parce que quand vous êtes venus, il n'y avait pas que les étudiants de master, il y avait les étudiants de master, il y avait les profs, il y avait des étudiants de la fac de médecine, il y avait des étudiants de la fac de lettres. Des doctorants. Donc, pour nous, c'est une occasion d'ouvrir le débat à la société. D'accord. Alors, on a fait aussi des présentations de livres sur les réseaux sociaux. Vous êtes très engagé dans les lectures. Voilà. Et dans la bioéthique, c'est aussi une façon d'ouvrir ce champ à la société. Comme vous le faites dans cette émission. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller aussi vers les jeunes, parce que les gens sont présents dans les réseaux sociaux. Alors, avec les étudiants de médecine, on a étudié un livre sur les dons d'organes, Islam et dons d'organes, de Ben Ammar, le lycéen tunisien. Et donc, celui-là, on l'a lu dans un club et on l'a débattu en public, mais en public sur les réseaux sociaux. Donc, de temps en temps, on fait un débat aussi
dans les réseaux sociaux des choses comme ça qui intéressent la société et en même temps qui intéressent les scientifiques. C'est une façon aussi d'ouvrir l'université à la société. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de votre passage chez nous dans cette émission qui est la vôtre, qui est celle des téléspectatrices et des téléspectateurs que je remercie beaucoup pour leur écoute attentive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ali Benkhlouf. C'est vraiment un plaisir de passer avec vous.